Bonsoir et bienvenue à tous. Il y a quelques semaines, le Cameroun vivait la pire catastrophe ferroviaire de son histoire. En attendant les résultats de la commission d'enquête mise en place par le président de la République, l'opinion publique continue d'interroger les raisons de cette hécatombe. Des questionnements mènent tout droit vers la responsabilité de l'entreprise en charge du transport ferroviaire au Cameroun. Des questionnements qui mènent donc finalement au respect ou non du cahier de charge de cette entreprise privatisée en 1999. Une occasion pour interroger les résultats de cette privatisation, de ces privatisations, d'interroger les résultats de cette vague de privatisation observée au Cameroun à la fin des années 90. Peut-on se satisfaire du bilan de ces privatisations? Et si c'était à refaire, le referait-on? Et dans quelles conditions? 237 le débat ouvre justement le débat ce soir. Merci madame, monsieur, de nous recevoir chez vous. Sur le plateau de 237 le débat ce soir, j'introduis l'honorable Paul-Alphonse Sopo. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci de m'avoir invité et bonsoir à tous vos téléspectateurs. Vous êtes économiste et vous êtes surtout président national du CONASIC. C'est la compagnie nationale des syndics du Cameroun. Les syndics du Cameroun, la CONASIC, c'est bien cela. C'est ça. Voilà, une structure qui travaille sur la liquidation. Sur les liquidations, le redressement des entreprises. Voilà. Donc, ce n'est pas seulement sur les liquidations, mais en réalité, c'est sur toutes les entreprises en difficulté. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que ces difficultés-là, enfin, que ça avance? Lorsque vous regardez, je vous prends un exemple, la CBC, on voit bien que ça a avancé. Ouais. Puisque maintenant la CBC est sur pied. Okay. Il a fallu qu'on nomme un administrateur provisoire et puis bon, la CBC est sur pied. Okay. Il y a plusieurs exemples. L'entreprise Le Chausseur, pour ceux qui connaissent. On a redressé l'entreprise Le Chausseur et ça marche aujourd'hui. Donc il y a plusieurs exemples comme ça que nous pouvons prendre. D'accord. On va certainement s'appuyer sur certains de ces exemples-là dans le courant de cette émission pour comprendre l'état de santé de nos entreprises, notamment celles qui ont été privatisées à la fin des années 90. Martin Omazing, bonsoir. Bonsoir, monsieur Duval. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Alors, vous êtes spécialiste en économie, banque et finance. Je voudrais le dire de façon simple comme cela. C'est cela, je pense que c'est ça qui me convient le mieux. Voilà. Merci Martin Omazing d'être venu sur ce plateau. J'introduis également Maître Manga Moussové. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, mais vous êtes sur ce plateau parce que nous savons que vous avez un immense background en sciences économiques. Et c'est cela que nous allons exploiter ce soir, doublé de votre casquette d'avocat, parce que vous allez certainement nous aider à faire la différence entre un certain nombre de concepts, notamment vus sous l'angle juridique. Merci Maître Manga Moussové d'être venu sur ce plateau. Docteur Basilekin Domilep, bonsoir. Bonsoir, merci Devan. C'est moi qui vous remercie pour l'honneur que vous me faites de m'inviter. Vous êtes enseignant et aujourd'hui, je crois, doyen de la faculté des sciences de gestion à l'Université catholique Saint-Jérôme de Douala. Absolument. Et j'aime bien préciser que vous êtes expert en prospective économique. Oui. Voilà. Et je suis membre de la CONASIC. Membre fondateur de la CONASIC. Voilà. Alors, je vous garde la parole, docteur Basilekin. Cette affaire, je veux dire, cette catastrophe ferroviaire des ECA survenue il y a quelques semaines, je crois, donne finalement l'occasion d'interroger le bilan des privatisations au Cameroun, non? Oui, c'est surtout une fois encore l'occasion de présenter nos condoléances aux familles qui ont été si durement éprouvées. On nous parle de 60 ou 70 morts, mais quelques personnes qui étaient présentes là-bas ici nous disent que vraiment, probablement, le bilan devait être plus lourd que ça. Mais ce n'est pas l'objet du débat ce soir. Effectivement, nous devrions nous demander, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que en dehors de la catastrophe des CK, nous savons qu'il y a une autre catastrophe à laquelle la Camraille a été plus ou moins mêlée. La catastrophe de Nsam, c'était des wagons qui transportaient du carburant qui s'était enflammé. Donc, une fois, on peut dire, bon, deux fois, j'espère qu'il n'y aura pas, on ne va pas dire jamais 203. Sinon, M. Bolloré devrait attacher ses affaires au parti. Alors, quand vous parlez, je veux dire, vu sous cet angle-là, cela veut dire qu'il faut peut-être aujourd'hui interroger
les conditions dans lesquelles... parce que lorsqu'on écoute les responsables, que ce soit les responsables de cette structure ou bien ceux qui font l'analyse économique de façon globale, ils estiment qu'il faut, peut-être pour dégager clairement la responsabilité, aller voir exactement ce qui était prévu par exemple avec cahier de charges. Est-ce que chacune des parties a rempli son contrat, entre autres? C'est un exemple, parce qu'on peut prendre d'autres exemples. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas interroger de façon précise le bilan de ces privatisations-là? La chose qu'il faut rappeler, Duval, c'est que le Cameroun n'a jamais sollicité la privatisation de ces entreprises. C'est les organismes de Bretton Woods qui débarquent chez nous et qui disent « Ah, ça va mal, privatisez ça, vendez cela, fermez ceci ». Vous savez, 1990, c'était vraiment l'année de la catastrophe nationale. En cette période-là, l'ONCPB a fermé complètement. Presque les 4/5 des banques qui étaient en fonctionnement à l'époque ont été liquidés. Eh bien, ces messieurs, c'était de Washington, sont venus et ils nous ont dit la solution pour vous, c'est de vendre tout parce que l'État n'a plus moyen de subventionner. Or, ce n'est pas un choix politique qui a été fait par les Camerounais, c'était une prescription de Bretton Woods et tout le monde sait que partout où ces gens-là sont allés prescrire la privatisation, partout, il n'y a pas un seul exemple statistique pour dire le contraire. Partout où ils sont allés, ça a été catastrophique. Alors, Maître Manga Moussolé, sur la question de ces privatisations-là, est-ce qu'aujourd'hui, en faisant le bilan, il faut se dire, ben, écoutez, comme semble le dire le docteur Basilekin, on y est allé un peu pieds et mains liés, et donc cela peut se comprendre qu'aujourd'hui, qu'on n'ait que nos yeux pour pleurer. C'est ça? Nous ne devons pas avoir nos yeux pour pleurer. C'est vrai que nous étions astreints à l'obligation de nous exécuter par rapport aux besoins de nos bailleurs de fonds. Mais ce qui paraît incompréhensible, c'est l'absence d'intelligence que ceux qui ont managé cette affaire ont été auteurs. Parce que les privatisations, telles qu'elles sont faites là, elles n'ont pas profité au Cameroun, encore moins aux Camerounais. Or, est-ce que les bailleurs de fonds, dans leur démarche, avaient pour objectif de faire échouer ces structures-là? De faire échouer ces structures? Non. Ou de mettre le Cameroun par terre? Je ne pense pas. C'est ceux qui avaient à manager cette opération-là qui ne s'y sont pas pris de telle sorte que nous puissions tirer notre épingle du jeu. Il y a quand même des coins où ça a marché, un peu, mais pas comme on voulait. Mais chez nous, ça n'a pas marché, parce que ça manquait d'intelligence. Donc, en réalité, il ne suffit pas tout simplement d'indexer les institutions financières de Bretton Woods qui ont proposé une méthodologie. Il y avait également la démarche en interne. Oui. Des dirigeants qui devaient prendre en compte un certain nombre de précautions pour que les choses aillent dans le meilleur sens. C'est ce que vous dites. Oui, les cabinets de réflexion, les cabinets ministériels et autres, cela s'est fait dans une opacité. Les cabinets étrangers qui ont été connus. Oui. Cela s'est fait dans une opacité telle que on a nullement associé nos nationaux, encore qu'ils sont compétents. Ça se fait dans les cabinets étrangers, alors qu'ici, nous avons les mêmes compétences. Et les fonctionnaires, excusez-moi, j'ai rien contre eux, ils sont comme ça, ils n'associent jamais personne à ce genre d'opération. Et à tous les coups, ça foire. Il n'y a pas une seule qui ait pu rapporter au Camerounais quoi que ce soit. Alors, Martin Mazien, à quel niveau vous situez-vous dans ce débat? Parce que j'ai là deux tendances. La première qui consiste à faire comprendre qu'en réalité, avec le contexte économique mondial de cette époque, les institutions financières internationales ont pratiquement imposé une façon de faire aux États qui étaient en difficulté, parmi lesquels le nôtre, et que cela peut justifier bien évidemment les conditions dans lesquelles se sont opérées ces privatisations. C'est la thèse qui est soutenue par le docteur Basilekin. Mais vous avez également Maître Manga qui semble indiquer qu'au-delà, il faut interroger la responsabilité des nationaux qui avaient le devoir, j'ai failli dire, de domestiquer ces mesures qui avaient été imposées par les institutions financières internationales.
Enfin, ce qu'il faudrait déjà d'abord dire, c'est que s'il y a cette ingérence, entre guillemets, des gestions de Bretton Woods, c'est parce qu'il y a crise. Aussi est mal pris. Il y a crise. Quand on dit il y a crise, c'est qu'il y a un problème. Nous avons un problème des finances publiques. Nous avons un problème de financement de nos réformes de structurelles. Il n'y a plus d'argent. Hein. Moi, je rejoins volontiers l'école de pensée de Maître Manga. Parce qu'avant, toujours, moi, je pense qu'il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça parce que ça nous désole, nous qui sommes un peu informés. Le problème du Cameroun en particulier, c'est pas les étrangers, c'est pas la France, c'est pas Bretton Woods, c'est les Camerounais eux-mêmes. Mais c'est parce qu'on a été incapable de penser une économie dite de résilience, comme on dit aujourd'hui, une économie qui est capable d'absorber des chocs qui peuvent venir de façon endogène comme exogène. Nous ne sommes pas le seul pays. Hein. Je vous rappelle quand même que des pays comme le Ghana, comme l'Éthiopie, vous savez où ils sont aujourd'hui? Non, il faut qu'on soit calme et serein et qu'on se dise des vérités. Le Cameroun aujourd'hui démontre quand même à suffisance que, vous savez, un pays c'est d'abord, c'est une âme, c'est l'état d'esprit, c'est des valeurs. Tout ce que nous allons faire, moi je le pense sincèrement, après avoir mêlé un peu mes petites réflexions, tant que nous ne sommes pas arrêtés sur des valeurs morales, sur ce que nous sommes d'accord ensemble de faire, quelles qu'en soient les situations, quelles qu'en soient les hypothèses, nous n'en sortirons jamais. On va certainement développer cela vers la fin de l'émission parce qu'il sera question également de faire des propositions dans le sens de voir comment ces privatisations, si elles étaient à refaire, on les referait. Mais je voudrais rester sur le mouvement que vous faites, Martin Ombazing. Vous avez semblé indiquer que, au départ, parce que nous on situe les privatisations, les origines des privatisations pour nous, je vais dire quoi? C'est les institutions financières qui nous l'imposent. Mais là, vous allez au-delà. Pour dire que si les institutions financières internationales interviennent, c'est qu'il y a une crise économique. Et que s'il y a une crise économique, c'est qu'il y a un problème. Et ce problème, de votre point de vue, vous semblez le prendre uniquement sur le plan national. C'est-à-dire qu'il y a eu un problème de gestion, un problème de management, un problème de gouvernance, ce qui a conduit à la crise. Pourtant, ce qu'on apprend, c'est que c'était une crise qui était générale, mondiale. Mais la réalité de l'économie, malheureusement, elle n'est pas dans le vaudou ou bien dans la boule de cristal. Beaucoup de pays ont été en situation identique que nous. Moi, je ne vais pas nous comparer aux États-Unis que Obama qui a réussi à gérer, à juguler une crise financière la plus grande de toute l'histoire du monde. Mais aujourd'hui, les États-Unis ont recommencé à créer des emplois. Barack Obama sort de cette histoire en étant regardé. Donc, je veux par là dire que le Cameroun, lorsque le Cameroun devait une économie qui est dynamique, c'est une économie qui s'est anticipée. Arrêtons de faire vivre le Cameroun dans l'illusion. 15 parlait d'illusion monétaire. L'illusion où certains pensaient que l'argent qu'ils avaient par rapport au temps de travail, donc l'illusion n'est pas bonne. Aujourd'hui, il faut dire que lorsque le Cameroun avait des potentialités financières, elle a manqué le coach de faire des investissements durables et rentables. À l'époque, quand moi j'étais encore tout petit, on était fiers de dire que le Cameroun est le seul pays qui n'est pas endetté. Quand on n'est pas endetté, ce n'est pas une force, c'est pas une source de vitalité d'une économie. Vous savez, les Américains ne vivent que de la dette. Donc je veux dire que les investissements que nous n'avons pas faits dans l'ancien régime, ont pénalisé le nouveau régime qui arrive. Je ne le défends pas, mais je dis que ne pensons jamais que les réformes qu'on ne fait pas aujourd'hui, on va les payer. C'est pour ça que l'émergence, c'est pour moi une vue de l'esprit. C'est impossible que 2035 soit l'année de l'émergence. Parce que nous ne faisons pas aujourd'hui les réformes qu'on doit faire. Donc à l'époque, si le Cameroun avait su, il y a un certain grand frère qui parle beaucoup et qui parle bien, qui est du RDPC, M. Comme, qui le disait ce matin, qu'à l'époque, le Cameroun pouvait emprunter 1000 fois plus que tous les autres pays en Afrique. La Côte d'Ivoire l'a fait. Voilà pourquoi la Côte d'Ivoire, à chaque fois qu'il y a un bouleversement, ils ont une capacité justement à rebondir. Malheureusement, le Cameroun a un problème, c'est que le Cameroun n'arrive pas justement à gérer les crises et à repartir. Je vous avais dit ici que nous n'atteignons pas les 6%. Tout le monde est d'accord aujourd'hui que nous n'atteignons pas les 6% de croissance. C'est dire que nos problèmes aujourd'hui, c'est plus la gouvernance, j'insiste encore là-dessus, qu'autre chose. Vous savez très bien, vous le savez très bien qu'aujourd'hui, il y a deux choses qui comptent pour qu'un pays puisse émerger. Il y a la gouvernance, l'alternance des hommes. Au Cameroun, je suis désolé de vous le dire, c'est ces hommes-là qui nous représentent, c'est ces hommes-là qui signent des accords, qui sont là depuis 40-50 ans.
Hein? Donc comment voulez-vous que pendant que ça bouge de partout, je vous dis que le Ghana, le même pont au Ghana qui coûte moins de 100 milliards, au Cameroun il coûte 2 fois plus. Est-ce que nous ne voyons pas? Monsieur Duval, vous croyez que nous ne voyons pas? Donc arrêtons de prétendre que nous sommes sur la bonne voie. Nous ne sommes pas sur la bonne voie. La bonne voie, c'est de dire que l'avons d'abord, essayons d'abord de regarder ce qui se passe chez nous. Si les institutions de Bretton Woods arrivent à venir imposer, c'est parce que nous sommes incapables de proposer quelque chose d'autre. Une alternative. Honorable Sopor, sur cette question-là, en rapport avec les origines des privatisations, parce qu'il faut qu'on parte de là pour voir d'abord le contexte dans lequel ces privatisations interviennent et comment ont été négociés les rapports pour la définition des cahiers de charges pour comprendre finalement aujourd'hui comment on peut faire ce bilan-là. Vous estimez que... Quelle est votre position par rapport à la question? D'abord, il faut dire que nous n'avions aucune expérience des négociations avec des organismes tels que le FMI, tels que la Banque. À cette époque-là? À cette époque. Nous n'avions aucune expérience. La preuve, le président Biya dit à un moment, nous n'irons pas au FMI. Oui. Parce qu'on n'avait aucune expérience. Le FMI, on ne connaissait pas. M. Mbazine vient de dire, à l'époque, nous étions fiers de dire que nous n'avons pas de dette. Nous n'avons pas de dette extérieure. Mais parce que nous n'avions aucune expérience avec des organismes tels que le FMI ou la Banque mondiale. Ce qui fait que, quand on nous dit qu'il y a crise, nous-mêmes nous sommes surpris. Nous sommes surpris et les gens s'interrogent. Comment, avec tout ce qu'on avait dans les caisses là, ce que le président Ahidjo a annoncé, comment est-ce possible qu'on en arrive là? Vous voyez, donc, les autorités en place même, qui arrivent et qui trouvent que l'argent que nous avons trouvé, mais aujourd'hui les caisses sont vides. Qu'allons-nous faire? Ces autorités sont désemparées. Donc nous n'avons aucune expérience. Et là arrive le FMI. Aujourd'hui encore, j'écoutais dans une chaîne concurrente là, étrangère, le FMI, la Banque mondiale, qui lisait sa note économique au Bénin. Alors, ce qui m'a frappé, c'est que la dame dit, ce sont des procédures qui ont marché dans d'autres pays en développement. Donc, vous voyez, nous n'avons aucune expérience. Nous n'avons pas compris que ce que le FMI apporte là, on l'a déjà expérimenté ailleurs. Alors, ça n'a pas marché. Je veux bien comprendre ce concept d'expérience-là. Je veux voir quel est le contenu. Quand vous dites qu'on n'a pas d'expérience, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au niveau de l'État, de ceux qui sont commis par l'État pour le représenter dans ces négociations, ils ne comprenaient pas grand-chose ou qu'il n'y avait pas de ressources humaines nécessaires, capables de comprendre ces questions-là et de prendre le meilleur parti pour le Cameroun. Non, pas qu'il n'y avait pas de ressources humaines. Je crois que Maître Moussolé l'a dit. Hein. Ouais. Et je vous prends un autre exemple. On a écouté le général de la Sotradel hier, qui vous a dit que il y a des experts internationaux que la Banque mondiale a commis pour, en réalité, départager les actifs entre la Sotradel et Eneo. Il y a des experts dans ce pays. Est-ce qu'on a besoin des experts internationaux? Non, c'est pas, en réalité, c'est pas, comme on dit, c'est pas le peuple qui a pris la décision. Ce sont ceux qui nous gouvernent qui ont pris cette décision. Mais malheureusement, ils n'avaient aucune expérience. Parce que pour comprendre ce qu'on leur a dit là-bas, je vais vous lire le décret qui amène le président Biya à dire qu'il faut privatiser les sociétés publiques et parapubliques. Dans l'article 2 de ce décret, le décret numéro 90-004 du 22 juin 90, les objectifs, c'est quoi? On lui dit, ça vous permet d'assainir les finances publiques. 2. Stimuler les initiatives privées et promouvoir des investissements. 3. Restaurer des mécanismes de marché. 4. Mobiliser et redynamiser et stimuler l'épargne nationale et réorienter l'épargne nationale vers les investissements privés. Lorsque vous prenez ces 4 objectifs qui avaient été fixés pour la privatisation de ces sociétés, en votre âme et conscience, aujourd'hui, après le recul, est-ce que vous avez rempli un seul de ces objectifs? On s'en fout. Parce que si vous dites assainir les finances publiques avec tout ce qu'on a aujourd'hui, avec la querelle qui s'instaure aujourd'hui entre la gouvernance de ces finances et cet objectif,
on se rend compte que des années après, ça n'a servi à rien. Lorsque vous prenez stimuler des initiatives privées et promouvoir des investissements, vous allez voir que l'initiative privée n'a rien fait. On n'a pas pu promouvoir l'investissement privé. Ça n'existe pas. Lorsque vous prenez restaurer des mécanismes de marché, vous ne pouvez pas restaurer des mécanismes de marché à partir du moment où vous accordez des monopoles. Nous prenons le cas de Camrail. Nous prenons le cas de la Camerounaise des eaux. Nous prenons le cas de EVCAM. Nous prenons le cas de la Socapab. Ce sont des monopoles que vous instituez. Où est le mécanisme de marché dans cette affaire? Il n'y a pas de concurrence possible. Parce que ce sont des monopoles que vous êtes en train de privatiser. Des structures qui appartenaient à l'État. Et l'État se désengage. On lui dit reste en dehors de l'économie. Or, pour racheter ou mettre en concession, en affermage, comme vous voulez, ces entreprises, on fait appel à des sociétés nationales étrangères. Il ne faut pas l'oublier. Oui. Prenez le cas de la CDE. C'est l'Office national des eaux du Maroc. Intelcam, vous prenez le cas de la CDE. Oui. Vous prenez Orange. Ce sont les PTT françaises. Vous comprenez? À partir de ce moment, ça commence à poser des problèmes. Bolloré arrive et prend Camrail. C'est un monopole. Il n'y a personne d'autre qui peut concurrencer Bolloré dans le chemin de fer. Donc, vous comprenez, à partir de ce moment, vous dites, vous posez la question, le bilan, mais c'est un chaos. À partir de là, nous voyons que ça ne pouvait pas marcher. Très bien. D'où vient donc ce chaos? C'est la question qui nous préoccupe parce qu'il faudrait bien qu'on voit à la fin ce qu'il faut peut-être corriger parce que ces privatisations ont été lancées au cours des années 90. Dans le cas de Camrail, par exemple, je crois que le contrat de concession a été passé le 1er avril 1999 pour 30 ans. Il y a d'autres entreprises où on est pratiquement à la fin. Le cas de la CDE, le contrat de concession s'achève l'année prochaine. D'ailleurs, on a appris que ce contrat ne va pas être renouvelé. Voilà, donc on va revenir sur cela. Mais moi, je voudrais comprendre, Dr Basilikine, sur la base du développement fait par l'honorable Paul Sopor, on retient qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ont été fixés comme objectif à atteindre au terme de ces privatisations-là. Je veux dire, oui, au terme des privatisations. Aujourd'hui, on semble indiquer de façon formelle que c'est un échec. La question c'est, pourquoi cet échec? Est-ce que c'est la privatisation en elle-même qui est un échec? Est-ce que c'est la façon de conduire la privatisation qui n'a pas fonctionné? Les deux. Je ne voudrais pas accompagner M. Mbazini quand il estime que la faute est d'abord nationale. Elle est nationale, mais elle n'est pas que nationale. Parce que quand on nous dit introduire les conditions de fonctionnement des marchés et qu'en même temps, on demande... quand on prescrit les privatisations, s'il vous plaît, personne ne pense à inviter les Camerounais à venir soumissionner. C'est ça. Je crois que quand on a privatisé la Sonel, on aurait pu demander, Sopo Priso était encore un homme d'affaires, Fotso était encore là, Kadji, on aurait pu leur demander, mettez-vous à 4 et prenez ne fût-ce que 70% de ce capital-là. Mais on s'est organisé pour que les privatisations soient systématiquement faites au profit des étrangers. Oui, mais en même temps, on peut se demander, est-ce que ceux-là ont sollicité quelque chose pour ne pas se voir refuser ces Non, il faut un État. Puisqu'en même temps, vous avez indiqué sur ce plateau, que on y allait un peu de façon prudente. Non, j'ai dit qu'on y était contraint. J'ai dit qu'on y était contraint. Il n'y avait pas de prudence. Là où il y a une faute dans notre gestion nationale, c'est quand quelqu'un nous a dit l'argent du pétrole est tellement important qu'il va monter dans la tête des Camerounais. Alors je le mets dans le trésor français. Dans un compte hors budget. Déjà que quand c'est un compte en budget, aucun État africain ne contrôle ses avoirs dans le compte qu'ils ont ouvert au trésor français.
Eh bien, Donc vous me rejoignez. oui, non, mais Que quelqu'un a choisi d'aller le déposer. oui, non, il Ça, nous c'est a la dit contraire, c'est à la un base, compte hein, hors à la budget. Et nous savons que les accords de 1960 prescrivent deux choses. Premièrement, quand la France achète quoi que ce soit à l'un ou l'autre de ces 15 pays, jamais elle ne débourse un franc pour payer. Elle se contente de créditer un compte dont personne ne maîtrise les utilisations des fonds qu'il y a dedans. Deuxièmement, chaque fois qu'un pays africain vend à l'étranger, toutes ses réserves en devises sont conservées dans ce compte-là et il n'a aucune maîtrise de ces fonds. Bon, ça c'est Bon, vrai, ça c'est vrai, mais oui, est-ce que c'est cela qui donne lieu à la laissez-moi privatisation? terminer. Laissez-moi terminer. À partir de ce moment où vous n'avez pas le pouvoir de concevoir une politique économique et financière, comment voulez-vous être capable de négocier avec les gens de Bretton Woods? Et ce qui me surprend, c'est que quand vous prenez les documents de FMI et de la Banque mondiale, ils sont les gendarmes en matière monétaire et financière. Et la France a confisqué les avoirs des 15 pays et le Fonds monétaire et la Banque mondiale regardent ailleurs. Ils viennent chez nous pour dire attention, privatiser, mais ils ne le disent pas. En réalité, toutes les privatisations qui se sont faites, même la Sosucam. Moi, j'étais avec un ami, nous nous sommes associés, nous avons soumissionné pour auditer la Sosucam avant de la vendre. Nous avions demandé 20 millions pour faire ce travail. Le cabinet européen qui a gagné 800 millions. Alors, évidemment, de ce côté-là, la faute est la nôtre. Mais Docteur Vassiliki, Oui. je repose ma question. oui. Dans les années 90, années 90, on se retrouve avec cette situation de crise économique Oui. qui frappe la plupart des États. La crise dans le qui monde. part de chez les autres. Hein. Oui, bon, alors dans le sens, dans l'objectif de juguler cette crise-là, les institutions financières internationales proposent aux États Oui. des mécanismes qui leur permettront de sortir de la crise et de relancer leur économie. Et ces mécanismes-là, justement, visent à relancer l'économie. C'est pour ça que moi je pose la question. Duval. Parce que je pose la question, docteur, Oui. permettez que je pose Je la vous en question. prie. Je pose la question, et quelqu'un l'a dit sur ce plateau tout à l'heure pour indiquer que il n'était peut-être pas dans l'intention de qui que ce soit de flouer qui que ce soit. Les objectifs étaient nobles, mais il se trouve peut-être que le problème se situe au niveau de la capacité des États à pouvoir. Moi, je régler cela. m'inscris en faux. Vous dites que c'est pas cela. C'est pas cela. La présentation en elle-même était déjà Quand mauvaise. les gens de Bretton Woods viennent, c'est pour nous faire reculer, pour nous faire passer de pays à revenus intermédiaires à pays très pauvres et pauvres et très endettés. Mais oui, nous avons de l'argent qui est au trésor français. Le FMI et la Banque mondiale le savent. Et ils nous disent, quand vous n'avez pas d'argent, ils savent que nous avons de l'argent là-bas. Ils nous disent, vous n'avez pas d'argent, par conséquent, vendez. Et on vend à quel prix? À combien on a vendu ce Sucam? 23 millions. Madame, vas-y. Le Camrail a été vendu à quel prix? À M. Bolloré. Et s'il vous plaît, je vais terminer. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous nous endettons pour faire le port en eau profonde de Kribi. On a déjà donné une bonne partie de la gestion à M. Bolloré. Dans 20 ans, je serai peut-être plus là, mais ceux qui seront là, les gens du FMI et de la Banque mondiale vont venir dire privatiser le port. Vous savez, ils demandent aux Grecs de vendre les aéroports et les ports. C'est pour ça que nous faisons cette émission, pour justement voir si cela, le type peut être corrigé. Maintenant, basé sur la question que j'ai posée au docteur Vassiliki, est-ce que sur le modus operandi, il y avait un problème? Oui, je veux dire, le problème se situe à quel niveau-là? À l'origine ou bien sur la conduite? À l'origine. C'est-à-dire que ce qu'il ne faut pas oublier, en fait, c'est que le FMI et la Banque mondiale, c'est des banques. C'est-à-dire, il ne faudrait pas qu'on fasse comme si c'est des structures qui ont notre métier. Des structures humanitaires. Non, ce n'est pas de l'humanitaire. Bon, donc déjà, lorsqu'une banque vient vous courtiser parce que vous êtes un homme d'affaires important,
Ils vont vous proposer leurs produits, ils vont essayer de les vendre. C'est pas pour vos beaux yeux, c'est pas pour vos beaux yeux. Bon, alors, quand la Banque mondiale, quand ces institutions arrivent et qu'ils trouvent qu'il y a une perméabilité, c'est-à-dire qu'il y a une malgouvernance, une compétence. Vous savez combien de banques que nous avions à l'époque? Vous savez très bien que ceux qui viennent investir, investissent rarement sur du long terme. Hein? C'est beaucoup plus sur du court et du moyen terme en général. Donc même ces investisseurs qui arrivent, nous vont vous faire difficilement des financements qui vont au-delà de 5 ans. Bon, alors, nous avions combien de banques? Aujourd'hui, je pense qu'il y en a, je crois, une seule camerounaise, Afriland, n'est-ce pas? Non, elle n'est même pas camerounaise. Oui. Afriland n'est plus camerounaise? Non, elle ne peut pas être camerounaise. Entre guillemets, la CBC, Afriland. C'est pour dire qu'avant, on en avait une. Est-ce que vous pensez que c'est forcément parce que la BC a été reprise par le gouvernement populaire que ça marche? Non. C'est parce que à l'intérieur de cette structure, il y a ce qu'on appelle la conscience de l'intérêt général. C'est-à-dire que, M. Duval, je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça, que le problème du Cameroun, un pays riche avec des compétences, n'est pas le problème des moyens. C'est le problème des Camerounais eux-mêmes. Partout ailleurs, il y a des privatisations. Quand on privatise, l'État veut d'abord quoi? L'État veut de la trésorerie. Vous avez remarqué que lorsqu'on parle au Cameroun des privatisations, c'est un nom, c'est quelque chose de subsidiaire, c'est quelque chose qui n'est pas... Non, c'est essentiel. Aujourd'hui, j'apprends que le ministre des Finances dit qu'ils veulent encore recommencer, on va en parler après, mais qu'ils estiment, ils demandaient 120 milliards. 120 milliards, ça représente quoi sur les types de sociétés que nous voulons privatiser. Je vous rappelle que le Cameroun est le seul pays, par exemple, où, dans la téléphonie, je veux parler de Camtel, on ne perd pas l'argent dans la téléphonie. Dans aucun pays au monde, on perd l'argent. Mais Camtel perd l'argent. Vous voulez dire que le jour où le FMI arrive, ils vont vous dire que pourquoi on continue, puisque l'État ne va pas tous les jours subventionner 3000 personnes. Il y a peut-être 50 postes de direction là-bas. Des gens qui veulent crever tous les jours. Vous pensez que normal? Quel est ce système économique où la performance n'est pas au cœur du jugement des managers? Mais c'est tout ça qui nous crée des problèmes. Ce n'est pas le fait que Bretton-Woods, quand Bretton trouve des gens qui, au bout de 2-3 ans, vous n'avez pas pu mener bien l'opération, on vous change. Mais comment voulez-vous que les mêmes gens ont pris en otage le système économique camerounais qui est devenu un mammouth? Donc pour le dégonfler, c'est très compliqué. C'est ça le vrai problème. C'est parce qu'on a des compétences. Et malheureusement, en matière économique, la privatisation n'est pas une mauvaise chose en soi. Ce que nous voulons, c'est que les richesses soient créées, les emplois soient créés. Et vous avez remarqué qu'au Cameroun, le secteur vers lequel il y a eu plus de privatisation, c'est le secteur secondaire. Là où il y a la valeur ajoutée. Ils ne sont pas du tout. Ces gens qui arrivent ne veulent pas comme des petits bébés qui viennent. Ils cherchent là, ils savent que demain matin, au bout de 2 ans, 3 ans, Camaraï est rentré dans ses fonds avant 5 ans. Vous le savez. Oui. Parce qu'il avait vu que, en dehors du fait qu'il y a les rails, il y a un projet, le Tchad. Donc, quand ils sont venus, ils ont assis la stratégie sur l'exploitation du pipeline Tchad-Cameroun. C'est ça qui a permis à Camaraï, via une société sud-africaine, parce que la finance internationale est très complexe, c'est compliqué. Lorsque vous ne connaissez pas, vous croyez que c'est une société sud-africaine. Après, c'est passé quoi? Que c'était Bolloré. Mais à la base, il y avait le nom de Bolloré nulle part par rapport à Camaraï. Mais c'est après que c'est devenu Bolloré. Donc, c'est des montages financiers assez complexes. D'où, lorsque vous avez l'appétit de l'argent, l'appétit du gain, l'appétit d'enrichissement, comme la plupart des Camerounais, peut-être moi-même, vous ne pouvez pas habituer ce genre de dossier avec une certaine, objectivité. Merci. Donc notre problème, ce n'est pas le fait que le Bretton arrive ou pas. Notre problème, c'est est-ce que nous sommes conscients, nous savons exactement où nous voulons que notre économie aille. C'est ça la vraie question est là. Et donc, quand les institutions arrivent en 90, la crise est là, le président de la République ne sait même pas qu'il peut aller solliciter l'aide extérieure à travers ce qu'a dit M. Basselki. Il se rend compte que c'est compliqué, qu'il ne peut plus travailler. Qu'est-ce que tu veux? Après cela, ceux qui ont donné du capital viennent vous imposer. C'est la loi du marché. Tu as besoin d'argent et tu te plies. Mais ces gens-là ne nous ont jamais dit que quand quelqu'un a un poste de directeur général sans avoir eu à faire de la performance, il doit rester. Ce n'est pas à Bretton qui va vous dire que faites que les règles de gouvernance soient appliquées. Ce n'est pas eux qui vont vous dire que cumule les mandats. Mais ce n'est pas eux. Donc notre problème, c'est la gouvernance. Notre problème, c'est, je vous rappelle que pendant qu'il y a la crise financière, c'est là où les Camerounais sont le plus enrichis. C'est là où il y a le plus de corruption. Oui. Vous voulez parler de quoi?
Moi, je ne vois pas notre problème. Notre problème, c'est nous-mêmes. Et tant que nous ne sommes pas assis pour fixer les règles, le Ghana était où? La Chine était où? La Chine n'a pas de société privée. Où les plus grosses sociétés sont publiques. Donc le problème, ce n'est pas entre société privée et société publique. Non, le problème, c'est est-ce que la gouvernance est bien assimilée? Est-ce que l'intérêt général passe pris en compte? C'est ça que je voulais dire. Maître Mangam Soulé, visiblement, vous êtes d'accord avec Martin Mbazing, le problème n'est pas tant la privatisation, le problème c'est la façon de mener cette privatisation avec les canons qui sont puisés à partir des ressources internes et surtout sur la qualité du process qu'on met en place pour obtenir les résultats escomptés. J'irai tout simplement, je vais commencer à dire tout simplement que si on observe toutes ces privatisations, on se rend compte de ce que les fonctionnaires qui ont dans les cabinets, n'est-ce pas, fait des études, à la fin on les trouve en même temps à la direction de ces entreprises. Et on a l'habitude de nous dire administrateur civil de rang exceptionnel, il a fait ci, il a fait ça, alors qu'il n'a géré que les papiers dans les ministères. Pendant son stage d'administrateur civil, il n'est jamais passé dans une entreprise pour voir comment ça se passe. Et voilà ce monsieur qui devient directeur d'une grosse structure. Il ne s'y connaît pas. Et en plus, je ne suis pas persuadé qu'à l'ENAM, il ait eu un module de gestion pour lui permettre de gérer une structure comme celle-là. Et quelquefois, on l'y envoie à la fin de sa vie. Essayez de scruter toutes les sociétés. Vous verrez au port, administrateur civil principal, il n'a jamais géré quoi que ce soit. Il est pratiquement à l'âge de la retraite. Il ne va pas à la retraite. Camwater, même chose. Je n'ai rien contre personne, hein, mais je dis ce qui est. Camwater, même chose. Et les exemples sont légion. En tout état de cause, les privatisations, elles ne sont pas catastrophiques. C'est la manière dont on les perçoit et la manière dont on les manage. Puisqu'il y a des pays qui ont tiré leur épingle du jeu. Monsieur Omba tout à l'heure venait de citer le Ghana. Bon, on dirait peut-être que parce que le Ghana a d'expression anglaise. Malheureusement, heureusement. Mais vous avez... vous croyez que... Vous ne citerez aucun francophone. Jamais. Aucun État francophone. C'est la vérité. Soit dit en passant. C'est vrai, j'en conviens avec vous. Mais parce que notre système également est un système qui privilégie le copinage, qui privilégie... Bon, on met le cousin, on met le camarade du parti, le frater dans les... Oui, et comment est-ce que ce régime peut nous expliquer que nous avons des cartes sorties de Subdeco, Escaillé, Advar, Massachusetts, INSED, Polytech Paris, École de commerce et autres. Et quand on doit manager, on doit chercher un manager, on va chercher un breveté qui a fait son parcours à l'ENAM jusqu'à devenir administrateur civil. Est-ce qu'il y comprend quelque chose? Je suis persuadé qu'il ne comprend rien. Donc, il ne faut pas accuser de facto les privatisations. Il faut simplement qu'on mette les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est tout simplement ça. Alors là, vous soulevez un problème de gouvernance sur la qualité des ressources humaines, sur le casting qui est fait par les pouvoirs publics pour désigner les top managers à la tête de ces structures-là. Pas les top managers, ils ne sont pas top managers. Quand on parle de top managers, c'est des gens qui ont fait leurs expériences ailleurs. Merci beaucoup. Et dans le jargon banquier, on les appelle les Golden Boys. Les Golden Boys. Voilà, donc c'est pas la même chose. Alors, donc ça c'est un aspect. Mais il y a un autre aspect que Martin Mbazing a semblé de tout à l'heure, qui est passé assez rapidement, mais peut-être qui vaut son pesant d'or. Il a parlé des mammouths qu'il faut dégraisser. C'est-à-dire qu'en fait, parce qu'en réalité, lorsqu'on parle de la crise économique et la privatisation qui est mise en place, c'est en réalité pour permettre
que les entreprises retrouvent de la vigueur. Et retrouver la vigueur, ça veut dire une qualité, je veux dire un management de qualité. Management de qualité, ça suppose bien évidemment qu'on fasse de bons résultats. Objectif. Mais on a remarqué, il me semble, vous allez m'arrêter si je me plante, que ces structures, au lieu de faire un recrutement de qualité, après le dégraissage, on a remarqué, il a pris certains exemples. Il y a des structures qu'on peut citer, puisqu'on a observé très bien comment ça se passait. Vous avez pris le cas de Camtel. Bien évidemment. Où au départ, on avait 1 million de personnes, mais après, on s'est retrouvé avec 2000, 3000. Et il semble que pour la plupart, c'est des gens qui... Mais le recrutement se fait comment? C'est le frère qui appelle le cousin du village et lui dit, bon, fais-moi la liste de 10, 15, 20, 30, 50 personnes. Et puis, on pollue. Excusez-moi l'expression, elle est peut-être inadaptée. Et on pollue l'entreprise. Il n'y a pas de timing. Il n'y a aucun timing. C'est vrai que le Cameroun a besoin qu'on recrute. Mais on ne va pas recruter pour faire tomber l'entreprise. Et c'est ce qui se passe. Tout simplement parce que ces gens-là, ils ne sont pas adaptés aux techniques de management. Parce que l'entreprise doit produire les résultats. Si donc, il doit avoir pléthore de personnel, ça obère nécessairement les résultats. J'entends des gens vous dire dans le creux de l'oreille que recruter, ça permet d'avoir plein de gens qui gagnent de l'argent, ça booste la consommation et ça permet de développer l'économie. Et qu'est-ce que ça fait? L'entreprise plonge. L'effet multiplicateur. L'entreprise plonge. Dans ses charges. Monsieur Kamoua, l'économie ne peut se développer que si les niveaux de salaire est tel qu'après avoir consommé, il y a une épargne. Parce que l'épargne d'aujourd'hui, c'est l'investissement de demain. Or, le niveau où les salaires sont maintenus dans notre pays, vraiment 2035, on n'aura pas fait un pas. Alors, honorable Sopo, pour revenir au cas Camaraï, puisque c'est le prétexte que nous avons choisi, au-delà de tout ce qui a été évoqué ici comme raison, est-ce que aujourd'hui, s'il y a une ou deux choses à corriger par rapport à, je veux dire quoi, par rapport au cahier de charge de cette structure, on disait tout à l'heure que c'était 99, la privatisation pour 30 ans. Donc, 30 ans, ça passe très vite. Hein. Au bout 2029. Voilà, 2029. Bon, c'est vrai que c'est pas la porte d'à côté quand même. Mais c'est pas trop loin non plus. C'est pas trop loin non plus. 2029. C'est avant 2035. Dans la vie d'un État, 30 ans, c'est bien. Hein. C'est peut-être lointain, mais certain. Pour reprendre l'expression consacrée. Alors, s'il y avait une ou deux choses à prendre, je veux dire, à corriger, peut-être en rapport avec l'application, le respect des cahiers de charges, pour permettre à cette structure-là d'être nettement meilleure et à de toutes ces répondre. structures ou à Oui, d'abord cette structure-là, parce qu'on va revenir d'ailleurs sur les autres cas latents. Peut-être d'abord cette structure-là et peut-être de façon globale aux autres entreprises. Ce serait quoi? Je pose la question parce que il est régulièrement indiqué que Camaraï, par exemple, pendant la privatisation, n'était pas destiné à faire, par exemple, le transport des passagers. Et que c'est un peu par contrainte, avec des négociations avec l'État, que Camaraï s'est retrouvé dans une situation où, au-delà des marchandises qu'elle devait transporter, elle s'est retrouvée en train de transporter les passagers. Le cahier de charge de Camaraï dit l'exploitation technique et commerciale des services de transport ferroviaire, des marchandises et des voyageurs. Voilà ce qu'on dit. Vous comprenez? Voilà ce qu'on dit. On dit bien des marchandises et des voyageurs. C'est clair et net. C'est clair et net. C'est clair. Or, Camaraï qui est venu, parce qu'il savait qu'il y aurait déjà le projet dont il a parlé. C'est pour ça que Camaraï est venu. Alors c'est pour ça que Bolloré est venu. Oui. Pour tout Bolloré, le chien. Voilà. Oui, parce que la société des chemins de fer camerounais, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est la société camerounaise des chemins de fer qui est à Camaraï. Et cette société appartient à 100% à Bolloré. Vous comprenez? C'est cette société qui détient 77% des parts. Justement, c'est ce que j'avais précisé. Parce qu'il parle de Bolloré, je veux dire que l'État du Cameroun a 13%. 13,5%. 13,5% dans le capital.
Bolloré 77. Alors, Et puis il y a Total Cameroun et puis... c'est pourquoi moi je suis surpris qu'on parle de privatisation du rail. Parce qu'en réalité, l'État pouvait ne pas privatiser le rail. Absolument. Pourquoi je vous le dis? L'État continue à subventionner la Camrail. J'espère que vous le savez. Le transport des voyageurs, par exemple, il est subventionné par l'État. Hein? Il semble que c'était même la condition pour que vous le savez, Camrail accepte 3 milliards et demi que l'État donne à Camrail Tous les ans. tous les ans. L'État a renoncé à la redevance que Camrail devrait reverser chaque année et l'a limité à 1,5 milliard. Et ça, quel que soit le chiffre d'affaires que Camrail réalisé pendant 5 ans. Vous comprenez ça? L'État a apporté 72 milliards pour la réfection des infrastructures. L'État pouvait faire tout ça. Tout seul. Tout seul. Même en Avec nommant la régie Fercam. un administrateur comme Vous directeur. comprenez? Avec la régie Fercam, l'État pouvait faire tout ça. Sur 76 milliards investis par Camrail, l'État en a donné 34. Alors, comment est-ce que l'État ne pouvait-il pas faire ça tout seul? On n'avait pas besoin de Camrail. Donc vous comprenez quand, et c'est là où nous revenons à ce que le docteur Bassili Kena dit. En réalité, moi-même aussi je suis convaincu, c'est vrai, nous étions ignorants. Nous ne savions pas comment fonctionnent ces structures, mais on nous a forcé la main. On nous a forcé la main. Parce que ce n'est pas possible que vous privatisiez et que vous soyez encore là à demander les subventions. Oui, parce que vous c'est êtes vous qui payez encore, qui soutenez l'entreprise. vous êtes de bonne foi. C'est On comprend ça comment, c'est les honorable prébendes. Paul Vraiment, c'est de la sorcellerie. Parce c'est ce qu'on dit que chez nous. les gens de Bretton Woods disent vous allez privatiser pour ne plus avoir à subventionner. On subventionne et on continue de Parce qu'on subventionnait la on régie Fercam privatise et on continue de de subventionner. l'ordre de 4 milliards par an. Ils disent que non, ça c'est trop. On subventionne Camrail pour le transport des voyageurs. Alors, c'est pour vous dire que ces privatisations, C'est ça. en réalité, nous pouvions ne pas y aller. Vous parlez de Camrail, les voilà. On a dit, réfection des infrastructures ferroviaires, amélioration de ceci, mais l'accident des écarts vient nous faire comprendre que rien n'a été fait. Rien n'a été fait. C'est une escroquerie. Rien n'a été fait. Parce que les voies là, est-ce que les voies ont été réaménagées? Non. On nous dit qu'à Ezeka, avant de descendre cette pente-là, ces rails n'ont jamais été changés. On avait même enlevé, Vous on comprenez? devait enlever Donc, c'est- les freins. Les freins, on nous dit ce sont des voitures chinoises. Mais non, là, on exagère un peu. C'est-à-dire que Vous comprenez? quand on veut Oui, et puis n'oublions jamais quand même que il y a une fameuse commission technique de privatisation et de réhabilitation. Non, nous parlons de quoi parlons-nous? Vous comprenez? Ce que l'honorable Sopo dit là, c'est connu de tous. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, je répète encore que ne faisons pas comme si nous n'avons pas l'intelligence de produire l'intelligence et de dire la vérité. C'est que nous-mêmes nous sommes conscients. Beaucoup de travail pour que les sociétés publiques tombent et pour que, par derrière, puisqu'il n'y a pas de transparence dans le fonctionnement, mais il y a quand même une commission technique qui est censée suivre la bonne exécution des sociétés privatisées. Mais on se rend compte, sur ce que j'ai eu à constater, que sur les 30 sélectionnés, parce qu'il y a d'autres là, comme Camtel qui continue à jouer de la résistance. Mais plus elle joue de la résistance, plus elle s'enfonce. Et moins le potentiel entrepreneur donnera plus à l'État. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que nous sommes dans un système bizarre qui fait que on va dévaloriser l'entreprise au point où, quand le potentiel entrepreneur va arriver, il va prendre un symbolique. Je vous rappelle encore que pas plus tard que dernièrement en France, lorsque à Belfort, la société qui s'occupe de la construction des wagons, Hollande, c'est les mêmes problèmes partout. On ne croyait pas que c'est seulement au Cameroun. Hollande était obligé de créer l'activité parce qu'en fait, une entreprise, c'est pour produire l'activité. Le CSP ne produit pas l'activité. C'est pour ça qu'on privatise. Nous ne sommes pas contre. La gestion n'est pas créée par l'État.
La richesse est créée par les entreprises. Par les Donc, entreprises. il est tout à fait normal dans l'économie de marché d'accepter que les entreprises soient privatisées. Donc, être privatisé, c'est le fonctionnement normal d'une économie. Je vous dis que quand François Hollande, au regard de ce qui se passe chez lui, est obligé de créer des bons de commande pour que l'on ne ferme pas. Alors, comment comprenez-vous que une entreprise qualifiée, vous ne ressentez pas les efforts que l'entrepreneur, le chef, le manager fait pour que ça ne tombe pas? Au contraire, on s'enfonce tous les jours. Et au final, il va se passer quoi, M. Duval? Il va se passer que le jour où on va mettre cette histoire-là sur la table, il y aura certainement un repreneur qui sera d'ailleurs seul. Parce qu'il y a des secteurs comme la téléphonie, vous me donnez ça, même moi, j'achète. J'achète. Ouais. Je vous dis, vous me donnez la téléphonie, j'achète. Parce qu'en fait, c'est l'un des secteurs où c'est du cash. Même la grand-mère au village ne prend pas le crédit, le transfert à crédit. C'est du cash. Donc ça veut dire que la bonne gestion seule remet une entreprise comme celle-là à flot. Vous prenez cette entreprise, vous la donnez à Orange, vous la donnez à MTN, et elle redevient le monopole du filaire, le monopole de la fibre. C'est une entreprise. Le réseau, c'est-à-dire que les immobilisations sont d'une richesse énorme. Alors, comment voulez-vous que demain, quand Breton va arriver pour dire que monsieur le Cameroun n'a plus les moyens pour subventionner cette entreprise, c'est les situations qu'il faut vivre. On va faire comment? Le président va dire non, je ne peux pas continuer. Donc du coup, je privatise. On est maintenant que le jeu de la transparence agisse au niveau des personnes. On va prendre un ou deux personnes, une personne à qui on va donner cette entreprise. Voilà de quoi il s'agit. Bon, messieurs, j'ai une question. Oui. Peut-être vous n'avez pas terminé. Vous allez terminer. Il y a une question qui vient à l'esprit. Il faut que je la pose, sinon je vais l'oublier. Est-ce que l'État paye dans la partie où il est concerné? Je parle des cahiers de charges. Dans les cahiers, parce que vous avez indiqué tout à l'heure qu'il y a de l'argent que l'État verse, il y a un certain nombre de dividendes même que l'État doit recevoir par rapport à ainsi de suite. Est-ce que ce que l'État doit verser, est-ce que l'État verse? Est-ce que l'État remplit sa part de contrat dans les cahiers de charges? Avec Bolloré, il n'y a pas moyen de faire autrement. Sois tranquille. Avec Bolloré, l'État on paye remplit plus que sa part à la Camraille. Les investissements dont je viens de parler, c'est Camraille qui est obligé d'investir. Ce n'est pas l'État du Cameroun. Mais on vous dit que pour soutenir Camraille, il renonce à la redevance. Oui. En disant je limite la redevance à 1,5 milliard. Vous comprenez ça? L'État a renoncé pour soutenir Camraille. L'État renonce à certaines subventions. Au contraire, il apporte de l'argent pour dire je vous donne 3 milliards 500 millions pour transporter, les personnes. Donc, vous comprenez. Alors, je voulais dire, Duval. Oui, allez-y. Parce que M. Mbazim, depuis, le dit, pourquoi est-ce qu'on privatise? On privatise soit parce que c'est un changement de vision politique économique. Les entreprises appartenant à l'État, on estime que apparemment, c'est-à-dire avant on disait non, ce sont des entreprises communautaires ou des entreprises socialisantes. Maintenant, nous voulons que ce soit l'économie du marché. Donc, l'État qui arrive dénationalise. Elle dit, ok, je revends donc ces entreprises. Mais cet État-là n'a pas besoin d'argent. Ce n'est pas parce que les entreprises sont déficitaires. Mais elles s'en débarrassent parce qu'on dit, l'État ne doit pas participer, comme il a dit, à la production quotidienne des entreprises. Donc, il faut laisser le privé jouer le jeu. Deuxièmement, et être arbitre. Et être arbitre, ok, c'est un régulateur. Là, il régule le marché. Deuxièmement, dans notre cas, on nous dit toutes ces entreprises sont déficitaires. Vous ne pouvez plus les gérer, c'est vous qui les soutenez à bout de bras. Donc, pour ne pas continuer à les soutenir, puisque vous n'avez plus les moyens, libérez-les. Mais en même temps, on se rend compte que en vous libérant de ces entreprises qui devraient plutôt rengorger les caisses de l'État. Oui. Continue de sucer. Vous voyez, parce que au point où l'État est obligé de subventionner pour certaines entreprises qui sont en difficulté. On en parlait dans le cadre d'une émission ici, avec Amerco, avec la Sodecoton. Non, mais si vous prenez prenez la Camchip. Est-ce que vous avez déjà vu ça dans un pays? Vous avez votre matériel de production. On vous dit non, privatisé. Vous vendez le matériel de production et l'entreprise qui arrive en devient locataire. Est-ce que ça se comprend? Non, mais est-ce que ça se comprend? Vous avez vendu le matériel, mais l'entreprise qui reprend donc Camchip loue ce matériel pour fonctionner. Est-ce que ça se comprend? Alors,
Vous voyez. Tirons les leçons pour l'avenir. Ces concessions ont été passées au cours des années 90, dans des conditions que nous avons présentées ici. Alors aujourd'hui, on est peut-être un peu plus sage, Martin Bazing. Oui, j'espère. Il faut peut-être qu'on tire les leçons. Permettez que je pose la question. Tu crois qu'en 90, on ne comprenait pas les techniques de gestion? J'en sais rien. Alors aujourd'hui, nous sommes par exemple, enfin je dis qu'on est ça, vous allez comprendre pourquoi je pose la question. Oui. On a par exemple la SNEC qui a été privatisée. Et dans la privatisation, la SNEC a éclaté en deux entités. La Camwater et la CDE. La Camwater qui est restée une société de patrimoine, donc chargée de la production, des gros ouvrages, ainsi de suite. Et puis à côté, la CDE, qui doit faire la commercialisation, la production, ainsi de suite. Et qui en cache. Alors aujourd'hui, le constat est clair. On ne va pas reconduire, le contrat de la CDE, Martin Bazing, parce que, dit-on, la CDE n'a pas respecté les cahiers des charges, ou du moins n'a pas satisfait aux engagements qu'il avait pris. C'est peut-être qu'on commence à devenir sage, non? Je ne le pense pas. je ne serais pas surpris que ce soit encore une autre entourloupe pour nous distraire. Non, c'est pas un effet aussi singulier qui peut me rassurer quant à notre capacité à... Parce qu'en réalité, l'enjeu de tout ce que nous faisons, là, tout ce que nous disons, c'est qu'est-ce que l'économie du Cameroun peut répartir. Je vous ai expliqué que le Ghana était derrière nous. Le Ghana, c'est une référence. Botswana, tout le Mozambique, tous ces petits pays-là, qu'on dit petits pays, parce qu'ils ne jouent pas beaucoup au football. Mais c'est des pays qui, en termes de croissance, ils sont parmi les croissances les plus fortes du monde. Dans le monde entier, au dernier classement. C'est-à-dire qu'un pays comme le Ghana, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que nous ne pouvons pas continuer à faire dans le saucissonnage. C'est-à-dire qu'on choisit... Non, il y a une politique globale, économique, dynamique qu'on doit mettre en place. Et cette politique économique doit intégrer tous ces facteurs-là. Et le fait d'avoir dit que demain matin, on ne va pas leur donner, qu'on va lancer la concession à la CDE, aux Marocains. Bon, ils sont encore au crédit agricole. Bon, vous allez faire la même chose par là. Tout a été fait dans une certaine opacité qui fait que, pour celui qui n'est même pas informé, c'est un non-événement. Mais nous pensons que, tel que ça se passe... C'est quand même un secteur sensible, hein, il s'agit quand même de la distribution de l'eau. Mais c'est pour ça que je dis que ce n'était pas normal de la faire comme ça. Oui. C'est pour ça. Je vous rappelle quand même que dans ce Cameroun, cette société qui ne gère que la facturation, prenait pour un retard de paiement d'une facture plus de 5 000 francs. C'est-à-dire que plus du prix de ce que vous consommez dans un pays où le SMIC est à 38 000. C'est-à-dire que ces gens-là ont continué à faire que une maison qui a une personne, on vous dit, on vous devez payer 5 000. Vous demandez que 5 000, 10 mètres cubes d'eau, je vends, je sous-vends, je revends. Vous n'avez rien à dire. La facture normale est de 3 000, la pénalité est de 4 000. Et ça a duré pendant. Et ça dure encore. Monsieur Duvallon. Pourtant, on n'arrive pas à faire aucun investissement. On a mis un peu de peinture. Vous savez, la peinture. Dans les bâtiments. Quand vous avez 10 ou 20 ou 200 agences, quand vous êtes manager, vous savez ce que ça vous donne. De dire que vous allez, au lieu de faire, vous mettez la peinture. Ça vous donne. Ça veut dire qu'en fait, c'est vraiment du pipeau. Ça n'a rien à voir avec le cahier de charges. Ils ont badigeonné un peu de peinture, bleu, blanc. C'est tout ce que moi j'ai pu avoir comme changement là-bas. Vous comprenez? Ils ont mis un peu de climatisation. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour crever les charges, pour que l'entreprise ne dérange ouvertement pas de mon bénéfice. Parce et ces charges sont déductibles d'impôts. Comment on fait pour... Monsieur Duval, je voudrais vous répondre, vous donner une piste de réflexion. Vous savez, quand on devait donner en concession le management d'une partie du port de Kribi, la commission a fait des appels d'offres. Une société philippine a été adjudicataire. Puis on croyait que l'affaire est terminée. Monsieur Hollande, qui n'était jamais venu au Cameroun, tiens, je vais aller au Cameroun, mais c'est urgent. Quand il vient, il dit à Monsieur Biya, le port de Kribi, c'est Bolloré. Et il reprend son avion. Et on a cassé l'adjudication de la société philippine pour introduire Monsieur Bolloré. Avec des poursuites. Je peux vous assurer, c'est très caricatural, ça, docteur Bazing. Mais c'est ce qui s'est passé.
c'est ce qui s'est passé. Et je voudrais ajouter que ne soyez pas surpris que les Marocains s'en vont. C'est la Lyonnaise des Eaux qui va arriver. Si vous voulez, on fait un pari. C'est-à-dire qu'on ne sera pas sorti l'auberge, maître Manga. Pas du tout. Puisque nous avons des gouvernants qui font comme s'ils n'avaient pas Je pose la question de la parce matière que grise. je pose la question parce que là, au moins, on a vu étaler sur la place publique les insuffisances de cette structure-là, qui n'a pas été en mesure d'étendre les réseaux alors que c'était dans les cahiers de charges, qui n'a pas pu aller au-delà des 115 millions de mètres cubes qui étaient arrêtés, ainsi de suite, et qui a même eu des problèmes avec l'État au niveau des factures, parce que à un moment donné, il y avait des factures qui arrivaient à l'État, comme ça arrive un peu dans nos ménages. Ils ont été obligés d'expliquer à un moment donné que l'État consomme 39% de la production, entre autres. Alors, si on prend les bureaux, si on prend ces exemples-là, Maître Manga, on peut quand même, il y a quand même des précautions qu'il faut prendre demain, parce qu'on a dit c'est l'année prochaine que le contrat de constitution s'achève. Il faudrait quand même qu'on tire les leçons, non? Docteur Basiliken vient de dire qui subodore que c'est la Lyonnaise des Eaux qui risque de revenir. Bon, je sais pas. Et moi, ça me renvoie à l'histoire. Je me rappelle peut-être de ce que, eu égard au partage du monde à Yalta, nous continuons toujours à rester dans le giron français et qu'ils ont le droit de venir chez nous, nous imposer ce qu'ils ne peuvent pas faire ailleurs. Mais s'agissant des Marocains qui étaient ici, c'est un paradoxe même que nous vendions ce qui nous est profond, l'eau. Nous privatisions l'eau au profit d'une entreprise publique étrangère. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Ce sont les Camerounais qui y travaillent. C'est un paradoxe. Alors, quand on privatise, ça doit être nécessairement... Il faut reprendre la CDE. Je crois qu'il faut la récupérer. Pour la donner à qui d'autre? N'est-ce pas? Nous avons une constellation d'intelligence au Cameroun capable de manager cette affaire. On la donne à un cabinet d'études camerounais qui le dépouille de tous les scories et ne laissera que la substance. Et cette substance-là, on la donne à une direction avec les obligations de management. Avec un cahier de charges. Avec un cahier de charges. Au résultat, et qu'on arrête de mettre à la tête de ces entreprises des gens qui n'ont jamais rien géré, si ce n'est les papiers dans les ministères. Je suis persuadé que vu sous ce prisme-là, il n'y a pas de raison que les Camerounais ne soient pas capables de gérer une structure comme celle-là. On peut la donner à mon frère Sopor. Que faisait Kamwat, la CDE? La CDE, ce sont des commerçants. Ils sont venus vendre de l'eau. Notre eau. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, l'eau que quelqu'un d'autre produit. En plus. Vous savez, il a parlé de la Lyonnaise des Eaux. Mais moi, j'ai vu un dirigeant d'une société française, je tais le nom. Il me dit, c'est terrible les Camerounais. Au Maroc, c'est nous qui avons la concession. Ce sont les Français qui ont la concession. Mais il ne comprend pas comment ils soumissionnent en même temps que les Marocains au Cameroun. Et c'est les Marocains qui gagnent. Qui ont la concession au Cameroun. Donc vous voyez, c'est-à-dire des choses qu'on ne comprend souvent pas. On ne comprend pas. Et moi, je suis convaincu que, tel que la CDE là, est-ce que vous savez que dans la répartition même du chiffre d'affaires, c'est-à-dire des bénéfices, la CDE avait beaucoup plus d'argent que la Camerounaise des Eaux. Oui. Qui est obligée, elle doit produire l'eau. Qui doit investir, entretenir le réseau. Oui. Vous comprenez ça? La CDE qui ne vend que de l'eau, qui commercialise, et ça tout le monde peut le faire. On nous dit les Camerounais sont bêtes, c'est vrai, nous sommes bêtes, mais je suis convaincu que nous pouvons commercialiser cette eau-là. Nous n'avons pas besoin d'un étranger pour commercialiser notre eau. Ce sera le cas de la Sonnelle. Ce sera le cas de la Sonnelle. Parce que tel que c'est réparti là, Enéo a le même rôle que la CDE. Oui. Exactement. Tel que c'est reparti. Enéo a le même rôle que le rôle de souveraineté. La CDE. Alors, comment est-ce que les Camerounais ne peuvent-ils pas
gérer ces sociétés. Et surtout que ce sont des Camerounais qui y travaillent. Hein. Dans le cas des Néo, il y a désormais, je crois, une partie production, une partie distribution, une partie transport. Et puis une entreprise qui a été créée, la Sonatrel. La Sonatrel. C'est ça? Sonatrel, Société nationale de transport. Sonatrel. Alors, bon, je ne vois pas très bien le lien parce que vous avez dit que c'est à peu près la même chose. C'est la même chose. Oui. Et comment? Eneo ne produit pas. Oui. Eneo ne transporte pas. Oui. Eneo distribue. Seulement. C'est-à-dire on lui met à disposition et il vend. C'est-à-dire on vous apporte et le c'est lui produit. qui... C'est comme Camwater et CDE. Hein. Oui. C'est Camwater qui fait des investissements. Il faut qu'on y fort. Camwater vous apporte de l'eau, on vous dit commercialiser. Vous vendez, vous encaissez et vous avez beaucoup plus d'argent que celui qui produit son eau. Est-ce que vous comprenez ça? C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur, c'est pourquoi moi je dis, contrairement à ce que M. Oumbazim dit, il faut qu'on reprenne ces sociétés. Et je suis convaincu que des Camerounais, parce que tout à l'heure vous avez demandé, est-ce que on a ces personnes-là, nos investisseurs, est-ce qu'ils ont fait des propositions? Ils n'ont même pas été consultés. Est-ce qu'ils ont été consultés? Ils n'ont même pas été consultés. Est-ce qu'on a même informé? Est-ce qu'il y a eu appel? Ils n'ont même pas été informés. Vous comprenez ça? Donc, voici une occasion, et nous avons raté cette occasion lorsque Eneo est arrivé. Eneo arrive, AOS n'est même pas encore au terme de son contrat, parce Actis. que c'était 20 ans. Actis. Non, je parle de AOS. Oui. Il n'est même pas encore au terme. Ça arrive en 2001. Voilà. Il n'est même pas encore au terme. Il vend. C'est pas. Parce qu'il a amassé suffisamment. C'était une occasion pour que le Cameroun reprenne tout simplement cette société. Ils achètent à combien? On nous dit qu'ils ont acheté à 120 milliards. C'est quoi 120 milliards pour le Cameroun? Pour une entreprise comme celle-là. Comme celle-là. Nous reprenions notre société avec tout ce que cette société a comme potentiel. Et ce sont des Camerounais, ce sont des cadres camerounais qui travaillent. Ce sont eux qui produisent. Mais monsieur Sopo, ce que vous oubliez, c'est que les perspectives de 2016 en termes de récolte de ressources financières faites par notre ministère des Finances dit que comme tel sur le coton, ils peuvent attendre 120 milliards. Donc c'est pour vous dire que pour ceux qui nous dirigent, 120 milliards, c'est beaucoup d'argent, parce que si c'est que vous dites qu'une seule société apporte 120 milliards, c'est trop beaucoup. Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'en réalité, nous n'avons pas encore compris. Enfin, on fait semblant de ne pas comprendre. Nous comprenons très bien tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe, c'est que tel que nous fonctionnons aujourd'hui, je ne pense pas que même ceux-là dont vous dites là, je ne suis pas sûr qu'ils souhaiteraient prendre ces entreprises-là. Je ne suis pas très sûr. Parce que ces mêmes hommes d'affaires sont de part et d'autre partenaires avec ceux-là qui viennent racheter les entreprises ici. Donc moi je vous dis que le mal est plus profond que cela et que cela ne doit pas se régler ou se singulariser uniquement sur le fait que... Est-ce que vous êtes en train d'essayer d'expliquer que même l'appel d'offres fait à la régulière n'intéresserait pas beaucoup les Camerounais, beaucoup de nationaux? Nous avons combien d'hommes d'affaires capables de compétir? Et même de lire. Je vous dis, nous avons combien d'hommes d'affaires capables de compétir? Nous avons beaucoup plus de commerçants au Cameroun. Commerçants. Parce qu'il faut quand même se dire, il faut se dire des vérités. C'est-à-dire que quand on dit homme d'affaires, on a cité certains là, mais si on vous dit aujourd'hui, donnez-moi 10 noms d'hommes d'affaires capables de venir poser un dossier sur la table. Non, ce n'est pas des commerçants. Ils n'ont pas de structure d'études. Merci beaucoup. Parce qu'en réalité, quand on entre dans le cadre de ce type d'opération, on sort de l'épicerie. On sort de l'épicerie. C'est-à-dire que il faut d'abord que même toutes vos structures que vous avez doivent être dans une transparence totale, entre guillemets. Hein? Donc ça veut dire que entrer dans la compétition internationale, ça veut dire que s'arrimer aux règles de transparence. Je vous rappelle que le véritable problème du Cameroun, du capitalisme camerounais, c'est l'absence de transparence dans l'information commerciale, dans l'information financière, qui fait que personne ne sait exactement. C'est pour ça qu'on ne voulait voir pas beaucoup à la bourse. Voilà pourquoi, d'ailleurs même, M. Duval, je vous envoie le pas. Pourquoi on n'avait pas profité pour stimuler notre bourse de valeur, permettre à toutes ces entreprises qu'on va privatiser, pourquoi dire qu'on va encore donner? Non, on devrait envoyer ces entreprises sur le marché. Permettre à chacun des Camerounais comme vous, comme moi, d'aller et d'acheter 2 actions comme telles, 2 actions sur des cotons. Élever l'épargne publique.
ne pas être sous l'emprise des étrangers. Donc, de ce point de vue, nous nous rejoignons. Voilà pourquoi je vous dis que nous n'avons même pas encore commencé à faire l'économie normale d'une économie normale. C'est-à-dire que là où nous sommes là au Cameroun, on n'a même pas encore l'intention de fonctionner normalement. Parce que voilà l'occasion qui fait le larron. On devait absolument commencer par dire que on a échoué avec la CDE, on reprend ça, mais quand on reprend ça, on va à la bourse. Voilà. On va essayer d'élever plus que ce que les gens veulent nous donner. Ça, parce que c'est nous sûr. savons que si j'investis à la CDE, j'aurai tout à fait. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que je dis, soyons quand même conséquents et soyons sérieux, parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Si on est incapable d'appeler chien, chat, je vous jure que ce que M. Bassédekine a dit, tout à l'heure, le docteur a dit, vous allez voir que ce sera une affaire qu'on va redonner à quelqu'un qui n'a pas compétit. Parce que nous avons accepté, nous-mêmes Camerounais, de ne pas rentrer dans la cour des grands. La cour des grands, ça veut dire être transparent. Oui. Ne pas confisquer l'information financière, comptable, économique. Comment on confisque le pouvoir, comment on confisque certaines choses, comment on confisque certains postes. Non, vous devez faire compétir pour que l'État du Cameroun engrange le maximum d'argent lorsqu'il privatise. Si ce n'est pas pour engranger des bénéfices dans la privatisation, ça ne sert à rien de privatiser. Et là, je les rejoins. La privatisation a un but, c'est de dire que moi, je suis État, je suis incapable de créer autant de richesses que le privé. Je donne au privé l'entreprise. Je ne sors pas, mais je n'ai plus la majorité. C'est plus moi qui décide. Voilà. Alors, docteur, Monsieur, oui, je voudrais ajouter... Bon, je pose ma question plus tard. Allez-y. Oui. Je voudrais ajouter une chose. Quand M. Mbazing parle de l'abandon, c'est-à-dire que nos autorités ont baissé les bras. Voyez-vous, nous avons deux grands problèmes en ce moment. Pas d'électricité au Cameroun, pas d'eau. Ces deux sociétés ont été dirigées par les mêmes hommes pendant 30 ans. Et si M. Oboufere n'était pas mort, il serait Premier ministre. Je m'arrête là. Parce que quelqu'un a cassé la sonnelle et il est le deuxième personnage de l'État. Qu'est-ce qu'on récompense? La compétence, le savoir-faire, l'honnêteté, l'éthique, les résultats. C'est le Alors, clan. finalement, Heureusement que c'est le M. clan. Oboufere est mort. alors, C'est le clan. heureusement, ça veut dire que vous rejoignez Écoutez, si tous ceux qui ont tout cassé doivent se retrouver à la tête des affaires, il vaut mieux que certains meurent. Dans l'intérêt du À Cameroun. commencer par moi. Alors, là, je pose maintenant la question que j'allais poser. Oui, je vous en prie. Sur c'est vrai que vous avez ouvert la brèche sur la nationalisation de ces structures-là, la nécessité qu'il y a pour les Camerounais de prendre ces entreprises en main et de les gérer, parce que vous croyez qu'avec les Camerounais, ce serait nettement meilleur. Sauf qu'il y a un premier handicap que vous avez vous-même soulevé, c'est l'intérêt que ces chefs, ces patrons d'entreprise, que ces hommes d'affaires ont pour ces questions-là. Mais est-ce qu'il n'y a pas un deuxième facteur qui pourrait être un obstacle lié aux enjeux politiques en prenant en compte la géopolitique nationale? Moi, je réponds simplement. Je dis que le Cameroun a un SMIC à 38 000 francs. Le Gabon à côté a un SMIC à 150 000. Le SMIC, c'est le salaire minimum. C'est-à-dire qu'au Gabon, tous ceux qui travaillent ont un salaire minimum de 150 000. Au Cameroun, tous ceux qui travaillent, d'ailleurs, tout le monde sait que les ménagères, c'est 20 000. Donc, on ne peut même pas dire... Vous allez faire organiser des grèves. Non, demain, non. là. Parce qu'il y en a qui ont moins de 20 000. Oui, si vous voulez. On va avoir des grèves. Mais je voudrais dire ceci. Si les niveaux de salaire étaient tels que, quand on a consommé, on peut faire une économie de 10 000 francs. Je dirais, on n'a qu'à reprendre ces sociétés, ouvrir à la bourse, et chaque salarié camerounais achèterait une action de 10 000 francs. Nous sommes quand même pas loin de 4 millions de travailleurs. Comment on les voit se mobiliser avec l'emprunt obligataire? Voilà. Nous sommes quand même quelques millions de travailleurs. Vraiment dégager chaque année 10, 20, 30, 50 000 pour acheter une action, je peux vous assurer que si ces sociétés-là sont remises aux mains des Camerounais avec possibilité de gérer conformément aux techniques du management, c'est des affaires, c'est de l'or.
sur cette question-là, Maître Manga Moussolé, je voudrais quand même préciser, j'ai indiqué tout à l'heure que vous êtes avocat au barreau du Cameroun, avec un immense background en sciences économiques, mais je dois maintenant ajouter que vous êtes également homme politique. Alors, la question que je pose sur les enjeux politiques, est-ce que ça a un sens? Est-ce qu'il faut prendre en compte cet élément dans l'analyse, dans la compréhension de la question? Est-ce que les enjeux politiques peuvent influencer la façon de concevoir une telle démarche? Les nationaux qui achèteraient certaines actions, certaines entreprises, même s'ils ont la volonté, est-ce qu'il n'y aurait pas quelques handicaps, quelques obstacles liés à la vision politique? Ta question est très insidieuse. Mais je pense que quand on aime son pays, n'est-ce pas, on doit tout faire pour que les nationaux seuls soient capables de gérer ce pays-là. Alors, si tu veux me faire croire que les contingences politiques doivent freiner la prise du pouvoir économique par les nationaux, je dirais tout simplement que, vu sous cet angle-là, tu n'aimes pas le Cameroun. Pourquoi voudrais-tu que c'est les étrangers qui viennent tout prendre ici? Parce qu'on a peur d'avoir des puissants ici qui risquent de fragiliser le système. C'est parce que le système a plein de choses à se reprocher. Il a plein de choses à se reprocher. L'ouverture politique. Bon, l'alternance, c'est pas un mot que j'aime trop. Parce que, bon, c'est un mot qui doit même être extirpé des dictionnaires des pays africains. Parce que, bon, dites-moi, quand quelqu'un fait 30 ans, 34 ans, une famille 50 ans, pratiquement toute une vie, je crois que on ne doit pas se poser des questions, on doit plutôt se dire, laissons-les continuer jusqu'à 1000 ans, à la condition qu'ils fassent convenablement comme leur travail. Comme les Borgia. Qui n'étaient pas de père en fils. Et qu'ils fassent convenablement leur job. Dès lors qu'ils ne font pas convenablement leur job, il n'y a pas de raison qu'ils continuent à être là. Et que les inquiétudes que tu viens d'évoquer là, notamment la crainte d'avoir de grands manias, de grands manias d'argent ici, de grands manias économiques ici, qui risquent d'effrayer le régime. Si ce régime en est jusqu'à ce point, en dehors de tous les travers qu'on lui reconnaît, je crois que là, il a réellement raté son coup. On est là dans les solutions qu'il faut envisager pour corriger les privatisations et leurs avatars. Non, pour moi, la question que tu poses, effectivement, on a cette impression que le débat politique fausse le jeu économique. Et souvent, moi, je dis toujours aux gens que le développement économique est la seule chose qui n'a pas d'odeur. Elle n'a pas d'odeur, elle n'a pas de parti politique, elle n'a pas de sentiment, elle n'a rien. Le développement économique concerne tout le monde. Vous avez pris le cas de Cambrai. À Cambrai, est-ce que ce sont les membres des partis politiques qui sont morts? Ce sont des Camerounais qui sont morts. Oui. Ce ne sont pas des membres des partis politiques qui sont morts. Lorsque Bolloré arrive, il dit, bon, dans ma restructuration, je mets tel nombre de personnes à la porte. Est-ce qu'il va voir si tu es Bamileke, Douala, Mbassa, Ewondo, tout ça? Il dit, je dois dégraisser. Il dégraisse. Mais en dégraissant, le dégraissage a les yeux et les oreilles. Non. Oui, il a les yeux et les oreilles. Non, moi, je parle toujours de ce fait. L'économie n'a pas d'odeur. L'économie concerne tout le monde. Lorsqu'on décide dans ce pays que le SMIC est à 35 000, 38, est-ce qu'on veut savoir 38 000. Est-ce qu'on veut savoir si cet argent-là, ce salaire-là, ce sera un Douala, ce sera un Wondo? Non, on dit c'est à 38 000. Maintenant, moi, je rejoindrai M. Mbazine quand il dit qu'il faut avoir une clairvoyance. C'est un problème de vision. On n'a pas encore cette vision-là. C'était quand nous raisonnons, effectivement, comme disaient les gens, on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. C'est un problème de vision économique. Quand on a une vision pour son pays, on sait où on va. Les partis politiques, le tribalisme n'a plus de place.
On a une vision, elle est là. On met le cap sur la vision. Est-ce que vous pensez que dans les pays tels que le Ghana, ce problème-là ne se pose pas? Le problème des ethnies se pose au Ghana. Absolument. Au Rwanda, le problème des ethnies se pose. Mais l'amour l'a dominé, Mais l'amour il y a du le pays l'a développement dominé. économique. L'amour du Il y a pays le l'a dominé. patriotisme, l'amour du pays, l'amour pour son pays, l'a que ce dominé. gouvernant-là a pour son pays, a dominé tous ces clivages. Donc, vous comprenez, Diva? Donc, c'est ça, c'est-à-dire, c'est d'abord avoir une vision. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas l'impression qu'il y a cette vision-là. La preuve, il a dit, nous sommes en train de voguer vraiment dans des eaux troubles que nous n'arrivons pas nous-mêmes à maîtriser. Vous dites qu'il n'y a pas de vision. Il y a un document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Monsieur Duval. Non. Duval. C'est à l'unisson, hein. On a commandé, il n'y a pas eu de communication, hein. C'est à l'unisson. Duval. Et puis un plan triennal, un plan d'urgence triennal. Avant l'an 2000, on voulait nourrir tous les Camerounais avant 2000. On voulait soigner tous les Camerounais avant 2000. C'est de cette même façon qu'on va émerger en 2035. L'illusion d'émerger est À avoir... partir du DCSE dont vous venez. Mais il n'y a pas que le Cameroun qui fixe des objectifs et a du mal à les atteindre. Les objectifs millénaires pour le développement. On sait que... Je peux vous assurer que les pays non francophones font du chemin par rapport à nous. La Côte d'Ivoire, par exemple. Il est francophone, mais... Je voulais donner un contre-exemple. Je vais préciser que moi, je n'aime pas beaucoup l'exemple de la Côte d'Ivoire. Jusqu'à présent, la petite économie que nous avons là, elle est domestique. Hein? Oui, Elle appartient aux Camerounais. oui. La toute petite que nous avons là. Mais vous allez en Côte d'Ivoire, ils ont pris l'option de l'extérieur. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pourquoi ils ne peuvent jamais tomber. Ils ne peuvent jamais tomber. Parce qu'eux, ils avaient choisi l'option de l'extérieur. Tandis que notre premier président avait choisi l'option de la domestication de son économie. Vous comprenez? Donc, quand on compare les pays, moi je n'aime pas beaucoup prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas la même trajectoire économique. Mais Honorable Sopor, c'est vous qui venez de dire que le développement économique n'a ni yeux, ni oreilles, ni parti politique. Non, je parle de la vision. Ah d'accord. Je ne parle pas du développement. Duval, On sort de l'émission. Même quand on parle de la Côte d'Ivoire, les taux de croissance qui sont affichés là, c'est quand même un pays qui est resté 10 ans sur place. Quand vous partez de rien, vous avez des taux... Attendez, dans 5 ans, vous verrez... Non, mais il faut même constater que cette taux de croissance n'arrive pas à créer des emplois. Des emplois. Donc, il y a ça la veut dire, en croissance, mais les réalité, Ivoiriens, misère. que ce n'est pas une croissance inclusive. Puisqu'elle n'arrive pas à créer des emplois en Côte d'Ivoire. Bon, mais si on est d'accord qu'il y a quand même un développement qui s'est fait au niveau des infrastructures, cela veut dire que cela peut porter. Il y a quand même quelque chose. Absolument. Non, Voilà. c'est vrai, il y a des... Bien, je vous remercie, messieurs, d'être venus. Quelqu'un voudrait dire quelque chose pour qu'on sorte de l'émission? Non, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je pense que nous avons fait le tour de Voilà. la question. Ça n'arrive pas très souvent qu'on sorte calmement de l'émission. C'est pour cela qu'il faut de plus en plus multiplier les émissions de ce genre, où on fait la science plutôt que de la politique politicienne. Merci, messieurs, même si Maître Manga n'a pas failli en essayant de temps en temps d'égratigner ses adversaires politiques. Maître Manga Moussolé, merci d'être venu sur ce plateau. Je ne suis pas ici qualité de politicien. Merci d'être venu sur ce plateau, Maître Manga Moussolé. Je vous en prie. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun. J'aime bien préciser, vous avez un immense background en sciences économiques et surtout homme politique. Vous n'avez pas reconduit votre mandat comme président départemental du SDF. Je ne suis pas ici dans le cadre de la politique, mais bon, j'aime bien que quand on me présente comme avocat, qu'on me présente d'abord comme chef traditionnel, je suis Sa Majesté, Maître Manga Moussolé, et que n'importe quel Tantampion peut être avocat, mais n'importe qui ne peut pas être chef traditionnel. C'est vrai. Voilà. Merci, Maître. Bon, par ailleurs, je suis le vice-président régional
du SDF. Mais Mais comme voilà, il fallait j'estime qu'en politique, il ne faut pas faire du tintamarre. Il faut rester cool. Et être efficace. Et je ne sais pas. Merci, maître honorable Paul-Alphonse Sopo d'être venu sur ce plateau. Merci. Merci d'être venu. Vous êtes le président national de la Compagnie nationale des syndics du Cameroun, la CONASIC. Merci d'être venu. Et puis, merci au docteur Basilikine d'être venu. Il est membre fondateur de cette CONASIC-là. Et il est par ailleurs doyen de la faculté des sciences de gestion à l'Université catholique Saint-Jérôme de Douala. Merci infiniment d'être venu, docteur Basilikine. C'est moi qui vous remercie. Merci Martin Mbazing d'être venu. Vous êtes spécialiste en économie, banque et finance. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre édition de 237, le débat. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous retrouve. Au revoir.